Bonsoir, merci de suivre ce live Studierama TV ce soir. Live spécial sur les formations que propose l'EPEJ. Alors, pour répondre aux questions des internautes et de la rédaction sur les formations que propose l'EPEJ, nous recevons ce soir Charlotte Brunet-Ricky, qui est directrice de l'EPEJ, et Alexis Mingona, qui est responsable des relations école-entreprise. Merci d'être présent ce soir pour répondre aux questions. Le principe, c'est que vous posez vos questions en direct et nos interlocuteurs y répondront. Alors, on va commencer par une première question, finalement assez simple. Qu'est-ce que l'EPEJ ? Nous sommes une école de commerce, une école post-bac. Ça veut dire qu'on va accueillir les étudiants juste après donc les bacheliers, de Bac plus 1 à Bac plus 5 sur un certain nombre de formations. Alors, on va revenir rapidement sur le type de formation que vous proposez. On va peut-être préciser que vous êtes une école de commerce parisienne, c'est pas évident pour tout le monde. Tout à fait. Une école de commerce parisienne qui appartient à un groupe d'écoles. Il y a des écoles essentiellement dans l'Ouest, les UP à Rennes et à Laval, et Alternat qui fait exclusivement de l'alternance à Laval et à Vannes. Ce sont des écoles qui font partie d'un groupe d'intérim qui s'appelle le groupe Actual. D'accord, donc on en parlera par la suite. Donc forte implication avec le monde professionnel, ce qui explique certainement votre poste et puis votre présence. J'imagine que le fait que vous soyez là, c'est le témoignage que la relation école-entreprise, elle est importante. Elles sont essentielles parce que c'est ce qui va pérenniser un peu les relations sur du long terme et ce qui nous permettra de placer, on espère, de plus en plus d'alternants. Même si on peut être quand même satisfait déjà de ce qu'on a fait cette année en termes de nombre de contrats. On espère pouvoir continuer à avoir de bons partenaires qui nous prendront des étudiants. On va parler par la suite des partenaires, du type d'apprentissage ou d'alternance que vous proposez. On va peut-être parler d'abord des cursus que propose l'EPEJ. Donc l'EPEJ propose, si je résume rapidement, des cursus qui vont de Bac à Bac plus 5, c'est-à-dire des BTS, des bachelors, des DES, et des masters. Alors, si vous pouviez nous présenter rapidement ces 4 formations, ces 4 diplômes, ces 4 titres, et d'expliquer à qui ça s'adresse et quel type de public, quel type d'étudiants ou de jeunes vous recrutez sur ces formations. On va commencer par BTS, qui est certainement la formation qu'on connaît mieux. Tout à fait. Donc, une formation, effectivement, en 2 ans. On va pouvoir la faire, comme toutes nos formations, en formation classique et en formation en alternance. On peut coupler d'ailleurs les deux, c'est-à-dire qu'on peut commencer en formation classique et poursuivre la 2e année en alternance. Et on va le faire sur tous nos pôles de formation, à savoir la partie internationale, le management de gestion, marketing, vente, communication que nous avons ajouté cette année à notre offre de formation, les RH, la banque et le tourisme. Alors, on reviendra précisément ensuite sur ces différents pôles de métiers, de compétences que vous avez créés. Mais tous les diplômes sont accessibles, notamment pour le BTS, en initiale et en alternance. Tous, sauf le bachelor. Puisque le bachelor, c'est effectivement une formation qui va se dérouler sur 3 ans, qui va permettre de passer et le BTS, donc le diplôme de l'éducation nationale, et le DES, pour obtenir un Bac plus 3. Nous avons dans ce bachelor 2 éléments qui nous paraissent, nous, essentiels, à savoir la professionnalisation et l'ouverture vers l'international. Et ces 2 éléments essentiels prennent du temps dans la formation et ne permettent pas de faire et de l'alternance et le bachelor, puisque sur l'international, nous avons 2 séjours linguistiques de 3 semaines à l'étranger qui se déroulent en début de 2e année et en début de 3e année. Et c'est extrêmement compliqué de faire en sorte que l'entreprise qui va accueillir un contrat de professionnalisation chez lui accepte qu'en plus de la formation, son étudiant soit absent 2 fois 3 semaines. Donc on a compris, on peut faire un BTS en alternance et ensuite poursuivre en 3e année pour aboutir avec le DES à un bachelor. Alors la question qui peut se poser, on reviendra ensuite par métier, puisque vous avez organisé votre cursus par métier. Il y a une vraie nécessité, après un BTS, de poursuivre sur un diplôme à Bac plus 3. Il y a une vraie différence finalement sur le marché de l'emploi, dans les carrières qu'on peut avoir. On verra que ça peut être différent entre RH et tourisme, mais il y a une vraie nécessité, après un Bac plus 2, de poursuivre sur un an. Ça dépend ce qu'on veut faire derrière. Aujourd'hui, on a un BTS qui est un diplôme de technicien, où on va pouvoir être, par exemple, si on fait un BTS MUC, être responsable d'une petite boutique ou adjoint au responsable d'une boutique. On va pouvoir la gérer de A à Z, cette boutique. À un moment donné, si on veut passer un cap et être non plus sur du commerce, mais sur un versant plutôt marketing,
il va être nécessaire effectivement de poursuivre en 3e année. Maintenant, rien ne nous dit qu'on ne peut pas faire un BTS, avoir de l'expérience professionnelle et ensuite progresser ou refaire une formation plus tard. Mais si on veut se diriger vers le marketing, ce n'est pas avec un BTS uniquement qu'on va pouvoir le faire. Alors, il y a Romain qui nous pose une question, il a dû arriver un petit peu en retard, il n'a pas suivi le début du live, il nous demande si on peut faire un bachelor en alternance en 3 ans. On répond que non, il peut faire le BTS dans un premier temps en alternance, mais la 3e année, pour les raisons que vous avez expliquées, notamment liées à l'international et à d'autres particularités, ne peut pas se faire en alternance. Mais vous vouliez intervenir sur la notion de Bac+2, Bac+3 ? Alors effectivement, je pense qu'il y a une notion aussi de marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande, et aujourd'hui on constate qu'il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de techniciens, comme vient de le dire Charlotte, mais qui veulent aussi avoir des profils d'un niveau supérieur. Et le DES peut avoir cette facilité-là, c'est justement de pouvoir enseigner des compétences supplémentaires à un étudiant en BTS. Et il pourra aussi, lui, par la suite, prétendre à un salaire peut-être un peu plus intéressant dès qu'il va intégrer le poste ou avoir une évolution plus rapide dans l'entreprise. Vous avez parlé à plusieurs reprises du DES. Alors, le DES, c'est un acronyme qui peut paraître pour certains un petit peu obscur. C'est quoi le DES ? Alors, le DES, c'est un diplôme européen d'études supérieures. Donc, on apparente ça à un Bac+3 chez nous. C'est la continuité d'un Bac+2, que ce soit un DUT, un BTS, ou d'un parcours à la fac qui valide bien un Bac+2 ou un certain nombre de crédits ECTS. J'insiste bien là-dessus parce que c'est ce nombre de crédits-là qui sera valable à la sortie de ce DES-là. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas uniquement le principe d'avoir un BTS, il y a aussi le nombre de crédits que vous avez derrière. Donc pour un BTS, vous avez 120 crédits, 60 crédits par an. Et pour un DES, c'est 60 crédits supplémentaires. Donc ces crédits-là vous permettent de continuer sur un master dans le public et dans le privé, c'est important de le souligner. Et ça permet donc justement d'avoir la valorisation d'un Bac+3 et de pouvoir répondre à des offres, donc se lancer tout de suite sur le marché du travail ou continuer sur un master à l'école. Justement, puisque vous parlez du master, possibilité pour ceux qui ont fait un Bac+3 ou ceux qui viendraient directement avec un niveau Bac+3 d'intégrer une formation en 2 ans qui est un master. Tout à fait. Tout à fait. Donc après, on va pouvoir le faire sur des Bac+3. Alors généralement, les personnes qui vont se présenter chez nous, c'est des personnes qui ont fait de l'université. Essentiellement sur donc en master, on va faire management et stratégie d'entreprise et management des ressources humaines. Donc ce sont 2 masters extrêmement larges, puisque sur les RH, on va aborder vraiment toutes les parties RH. Et les étudiantes qui arrivent, parce que majoritairement ce sont des filles qui arrivent chez nous, elles ont fait. Excusez-moi, comment ça s'explique que ça soit le monde des ressources humaines est occupé par les femmes. Comme journaliste. Voilà. Et du coup, ce sont principalement des personnes qui ont fait des études de droit. Donc on a essentiellement, puisque les RH c'est d'abord beaucoup de droit, on a essentiellement des gens qui viennent de licence de droit pour ce master. Donc on a bien compris le cursus, BTS, Bachelor, Master. Si on pouvait revenir rapidement sur les critères d'admission ou les conditions d'admission. BTS, il faut évidemment avoir le bac, mais c'est quoi? C'est sur dossier? Alors, on va se partager déjà sur les admissions, on va les traiter différemment que l'on parle de classique ou d'alternant. Pour les candidats à la formation classique, même si après ils peuvent changer d'avis effectivement en cours de route, on va d'abord étudier leur dossier scolaire, bulletin du lycée essentiellement, relevé de notes du bac dès qu'ils vont avoir ce relevé de notes pour ceux qui arrivent pour faire une première année de BTS. Un entretien, moi je fais personnellement les entretiens de tous les étudiants, de tous les candidats en formation classique. Entretien de motivation essentiellement, l'idée étant de voir aussi quel est leur bagage, la manière de s'exprimer, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire cette formation ou pas telle autre. Parce qu'on a quand même des étudiants qui peuvent arriver en se disant je vais faire un BTS banque, ça nous arrive, et qui terminent finalement en formation tourisme, alors ça n'a pas grand-chose à voir. Et puis des tests, des QCM, culture générale, de logique et d'anglais. Donc ça c'est la manière dont on va procéder pour les étudiants en formation classique. Et Alexis va pouvoir nous dire pour les alternants comment il fait. Alors pour les alternants, c'est une approche un peu différente. Donc nécessairement, il faut un dossier de candidature qui est téléchargeable sur le site internet, donc ça ce qui est assez fréquent. Mais on ne va pas forcément attendre qu'un étudiant envoie son dossier. Pour une question de rapidité, pour que je puisse moi aussi répondre aux besoins des entreprises, j'ai besoin d'avoir des candidats assez rapidement. Donc là, entre autres, les recrutements ont déjà commencé. Donc un étudiant peut très bien prendre rendez-vous à l'école directement en appelant. On lui fixe un rendez-vous à l'école et il vient directement avec son dossier de candidature. Le dossier sera étudié dans la journée.
et on embraye sur un entretien collectif. Donc c'est-à-dire que plusieurs candidats sont convoqués à la même date, à la même heure, et on fait un jeu de rôle et une présentation assez globale de l'école et une présentation individuelle de chaque étudiant, ce qui permet déjà de les mettre dans un concept d'équipe et pouvoir observer un petit peu les personnalités qui se démarquent, ceux qui sont peut-être plutôt sur du back-office, ceux qui sont peut-être plutôt sur du front-office. Ça permet un petit peu de faire sur du plus long terme du développement personnel, sur ce qu'on aura déjà diagnostiqué. Et il y a ensuite aussi cette partie test qui est importante. Donc la partie test, c'est donc les écrits, donc logique, raisonnement, anglais, culture générale, ce qui est classique, ce qui est proposé aussi aux étudiants classiques. Alors, puisque vous parlez des conditions de recrutement des alternants, on a beaucoup de questions sur l'alternance, comment on trouve un poste. On va juste finir sur le niveau de recrutement et les conditions d'admission. On a parlé des BTS. Pour les bachelors, donc ceux qui vont arriver avec un niveau Bac plus 2 et qui vont suivre une année, là, il y a des tests spécifiques où on est à peu près sur le même mode de recrutement. On va être sur le même mode de recrutement, même s'il y a des tests particuliers. Et les tests particuliers, on va leur donner 1h30 pour faire une dissertation rapide, bien sûr, sur une thématique qui concerne leur spécialisation, puisque les troisième années vont forcément avoir une spécialisation très précise. Alors, on va parler d'alternance, parce qu'on a plusieurs questions. D'abord, une question d'ordre général. C'est vrai qu'il faut être clair, trouver une formation, un BTS, un établissement qui propose un BTS, c'est pas très compliqué quand on fait une alternance. Plus compliqué, c'est trouver une entreprise. Donc, la question que vous posez, j'imagine beaucoup d'étudiants, c'est quelle est votre capacité à les accompagner dans cette recherche? Alors, déjà, l'étude de chaque candidat est importante pour délimiter un petit peu dans quelle direction on va l'envoyer, puisqu'on ne peut pas effectivement placer n'importe qui sur n'importe quelle entreprise. Et on a un certain nombre de partenaires qui ont des besoins donc sur différents postes, que ce soit dans l'administratif, le commercial, le marketing, les ressources humaines, etc. Donc c'est important, si vous voulez, qu'on puisse les accompagner dans cette recherche-là pour leur donner confiance déjà, parce qu'on a un rôle de placement, mais on a aussi un rôle de coaching. C'est-à-dire qu'on va les accompagner dans leur propre recherche. Aujourd'hui, un étudiant ne peut pas uniquement se baser sur une école ou sur les partenaires d'une école, parce que effectivement, c'est comme le marché de l'emploi, ce ne sont pas des offres illimitées. Ce seront les meilleurs candidats ou les meilleures personnes qui seront placées dans un premier temps. Donc il y a des recrutements qui se font très rapidement et d'autres qui prennent un peu de temps en fonction du processus de recrutement d'une entreprise. Mais il y a aussi une recherche qui est très importante qu'un étudiant fasse en parallèle, qui va justement lui permettre de se confronter directement au marché du travail. Je dirais que le marché de l'emploi, on va dire CDI, CDD, est aujourd'hui vraiment en lien avec le marché de l'alternance. C'est deux marchés qui fonctionnent ensemble. Alors, vous nous aviez dit au départ que vous faites partie d'un groupe dans lequel il y a une structure d'intérim. Est-ce que ça, c'est effectivement un élément qui favorise cette proximité avec le monde des entreprises, le monde du recrutement? Est-ce que c'est un élément qui favorise la recherche Alors, c'est effectivement un élément important, parce que le groupe actuel nous permet de récupérer des nouveaux partenaires, parce qu'avec leur travail justement en fond, de pouvoir répondre eux aux besoins des entreprises sur d'autres secteurs, parce que c'est plutôt sur le travail temporaire, l'intérim ou on va dire tout ce qui est chasseur de tête, placement de futurs professionnels dans les entreprises. Nous, on pourra bénéficier de cette aide-là sur des retombées. Quand on fait partie d'un groupe, l'intérêt, c'est de pouvoir on va dire, attirer d'autres entreprises et pouvoir justement après les proposer aux futurs alternants. Alors, on a évidemment des questions ou des internautes qui nous disent mais alors, quelles sont les entreprises avec lesquelles vous travaillez? C'est toujours compliqué de répondre, mais vous êtes plutôt dans le domaine de la grosse PME, de la PME, dans le service, c'est de tout? Oui, je pense que là, on est vraiment sur tout type d'entreprise. On a des très petites entreprises, des entreprises que personne ne connaît et vraiment des TPE de la rue à côté de l'EPEJ. Et puis, on va avoir des structures beaucoup plus alléchantes pour des étudiants qui ne vont pas forcément être les plus intéressantes après en termes de formation. Mais c'est extrêmement varié. Je ne sais pas, je pensais par exemple, cette année, on a une étudiante qui est au Lutetia, ou deux étudiants qui sont au Lutetia, voilà, ce genre de choses, donc c'est très variable, c'est très difficile de donner… On va travailler avec des grands groupes, si je peux citer par exemple l'UPS, Total, BNP Paribas, je peux en citer des gros comme cela, ou alors, comme l'a bien dit Charlotte, c'est surtout des PME avec lesquelles on va travailler, petites et moyennes entreprises,
qui sont assez friands des alternants parce que ça leur permet justement d'avoir aussi, il faut le reconnaître, une main-d'œuvre un peu moins chère et de pouvoir répondre à leur futur recrutement. Parce que l'intérêt de l'alternance, le but de l'alternance à la base, c'est de pouvoir former des futurs salariés, des futurs collaborateurs. Donc de les former pendant 1, 2 ans, 3 ans en fonction aussi d'un souhait d'un étudiant de poursuivre les études. Et puis au final, qu'une entreprise puisse l'intégrer sur le marché de l'emploi. On a une question de Soufiane qui demande comment on fait concrètement si on s'inscrit chez vous pour trouver une entreprise. Mais en fait, vous avez partiellement répondu. Parce que c'est une question centrale, cette capacité que vous avez à aussi proposer des entreprises et la confiance que vous avez des entreprises qui vous confient leurs recherches. Alors, il y a quand même un certain nombre d'établissements dont on sait que lorsque vous inscrivez, en fait, ils vous donnent une liste qui est issue d'un listing de je ne sais où. Ils vous disent, ouais, vous avez qu'à appeler, puis voyons. Alors, vous voyez ce qui se passera. Nous, pour les entreprises, on ne donne pas de listing. Il y a 2 raisons à ça. C'est-à-dire que la première, c'est qu'effectivement, une liste d'entreprises, on peut prendre les pages jaunes et voilà, on n'a pas besoin d'une école pour ça. La seconde, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille, ce sont nos clients, qu'on a un engagement envers eux et que l'idée, c'est de faire un pré-recrutement pour eux. C'est ce qu'attendent aussi les entreprises. C'est-à-dire c'est à la fois la partie administrative de montage de contrat. Ils ne veulent pas pouvoir s'occuper de ça. Et avant cela, qu'on puisse faire un pré-recrutement. Donc Alexis, quand il va avoir une entreprise, il ne va pas envoyer 15 CV n'importe comment. Il va trier 2, 3 CV éventuellement en appuyant la candidature des candidats qu'il va envoyer, comme le ferait, entre guillemets, même si on n'est pas sur le même créneau, un cabinet de recrutement qui n'aurait aucun intérêt pour ses clients à envoyer 50 CV. Exactement. Roland, un internaute nous demande, et je pense que la question est plutôt pour vous, est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent plus d'alternants que d'autres ? Alors, des secteurs d'activité, je dirais que le tourisme et la banque sont des secteurs qui sont assez difficiles dans le sens où déjà les choix sont plus restreints, forcément. C'est pas la même. Si on fait un BTS MUC ou un BTS LNC, je ne sais pas si les internautes connaissent tous ces BTS-là, sont des BTS qui sont plus polyvalents et plus généralistes. Donc un alternant ou un futur alternant pourra proposer sa candidature à beaucoup plus d'entreprises. Quand on s'adresse après à des formations comme le BTS Banque ou le BTS Tourisme, le choix va être plus restreint. En termes d'offres, je dirais que le secteur d'activité qui sort du lot un petit peu, ça va être tout ce qui est service, parce que c'est vrai que les entreprises qui travaillent avec nous ont moins de difficultés que celles qui font par exemple de l'import-export. Je pense que c'est lié aussi à la conjoncture actuelle. Il y a certains secteurs d'activité qui sortent du lot parce que ils ont peut-être des aides de l'État supplémentaires ou peut-être moins de contraintes par rapport à l'international. C'est vraiment un ensemble qu'il faut imbriquer dans le marché du travail globalement. Alors, on a beaucoup de questions sur l'alternance, et puis par ailleurs, il faudra quand même avancer sur les types de formations que vous proposez. On a une internaute qui nous demande, qui nous dit, j'hésite entre un BTS MUC en alternance ou en initiale, que me conseillez-vous? Alors voilà, comment faire pour conseiller étudiants qui hésitent, initiale, alternance? Parce qu'il faut aussi rappeler que l'alternance, c'est lourd, ça peut être lourd comme charge. Tout à fait, c'est pour ça que pour la conseiller, il faut la rencontrer, cette personne. Enfin, voilà, déjà. Il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'elle veut faire de l'alternance, qu'est-ce qui l'a fait hésiter. C'est 2 vies complètement différentes. Je pense qu'à partir du moment où on hésite, j'aurais tendance à dire qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt à faire de l'alternance. Quand on va rentrer en alternance, on va rentrer dans un autre monde, le monde du salarié. Donc c'est à un moment donné, on n'a plus que ces week-ends, si on ne travaille pas le samedi, pour faire ses devoirs, etc. Donc on n'a plus une vie d'étudiante, de sortie, comme on peut l'imaginer. Si on veut conserver tout ça et faire un passage plutôt en douceur, c'est préférable de faire une première année en formation classique, bien s'installer dans sa première année de BTS, si là on parle du BTS, et ensuite poursuivre sa 2e année en alternance une fois qu'on part sur des bases solides. Mais l'alternance, effectivement, c'est rude, rien que physiquement, en termes de rythme, il n'y a plus de vacances scolaires, donc on est 5 jours sur 7. Voilà. On peut éventuellement s'inscrire chez vous ou manifester une volonté de suivre un cursus en alternance au départ, et puis changer d'avis parce que justement on s'est rendu compte que l'alternance, finalement, n'était pas fait pour ça, et réembrayer, mais dès le début de l'année, éventuellement en septembre, octobre, dire voilà, pendant les vacances j'ai réfléchi, je ne suis pas prêt. Alors, d'abord quand on fait une formation classique, quand on s'inscrit en formation classique, à partir du moment où on a passé les entretiens, qu'on est admis et qu'on procède à son inscription de manière officielle, on peut commencer les cours à la rentrée. En formation en alternance, on est admis, on ne commence les cours que quand on a l'entreprise.
ou quand le contrat est en train de se signer, qu'on est en retour du contrat, etc., où on peut patienter 2 ou 3 semaines en faisant participer l'étudiant au cours. Donc un étudiant qui va être au mois d'août, qui va avoir trouvé une entreprise et qui finalement change d'avis, c'est possible, mais de toute façon, un étudiant au 15 septembre qui n'a pas son entreprise ne peut pas commencer les cours. On va lui laisser 3 ou 4 semaines pour pouvoir trouver, mais dans ce sens-là, il ne bascule pas en fait, de l'autre côté. Alors, je pense que c'est clair pour ceux qui envisageaient de suivre un cursus en alternance. C'est clair peut-être au niveau des diplômes que vous proposez. On a moins parlé finalement de pédagogie et des cursus que vous proposez, puisque finalement vous avez découpé vos propositions dans des grands secteurs, le tourisme, RH, banque. Si on pouvait rapidement faire le tour des formations que vous proposez en bachelor, DS, master, mais par grand secteur. Voilà, on peut commencer peut-être par les RH. Mais pour les RH, on va proposer tout d'abord le BTS assistant de gestion PME-PMI, donc qui va être un BTS polyvalent, qui permet effectivement de poursuivre derrière en RH, parce qu'on a quand même une grosse partie du programme qui est dans ce domaine-là. C'est polyvalent puisqu'il y a néanmoins une partie d'assistanat commercial et une partie purement administrative. Ensuite, la 3e année, donc le DES-RH, va balayer à la fois de la gestion du personnel, l'administration du personnel, la formation, le recrutement, la paye, la politique de rémunération. Donc on va balayer tout ce programme-là. Et pour le master, on va se spécialiser, même si on continue toutes les grandes thématiques de la 3e année, on se spécialise en recrutement. Est-ce qu'il y a un point commun, enfin j'ai cru comprendre qu'il y avait un point commun sur tous vos bachelors, c'était une part d'international. La part d'international, elle n'est pas uniquement réservée à ceux qui choisissent un cursus international chez vous, que ce soit un BTS CI, enfin un BTS commerce international ou éventuellement un bachelor international. Et l'international est présent pour tous ceux qui suivent une 3e année chez vous, de type bachelor, DES. Alors, l'international est présent pour tous ceux qui suivent un bachelor, c'est-à-dire qui s'inscrivent pour les 3 années. Avec 2 séjours linguistiques, donc de 3 semaines, en début de 2e année et en début de 3e année. Mais il est aussi présent, après de fait, par les formations qu'on propose, le BTS Commerce International, où il y a un stage obligatoire à l'étranger, pour le BTS Tourisme aussi. Les banques, management... tous ceux qui font un bachelor, il y a une part d'international. Après, en termes d'international, on développe aussi, depuis l'année dernière, un partenariat avec la Dublin Business School, pour ceux qui sont en 3e année marketing international et en 3e année tourisme, où ils font un premier semestre à la Dublin Business School et ils enchaînent à l'EPEJ pour le second semestre. Donc au final, un jeune qui entre en première année sur un BTS et qui va finir avec le bachelor au bout de 3 ans, il aura passé combien de temps à l'étranger ? S'il est en BTS commerce, enfin s'il fait en section internationale... Un peu plus que les autres. Voilà, bah, il aura fait 4 ou 8 semaines en plus, sinon 6 semaines. Comment ça se passe au niveau des partenariats? Parce que vous avez parlé de la Dublin. Vous avez des partenariats ailleurs dans le monde? Pour l'instant, avec la Dublin Business School depuis l'année dernière seulement. D'accord. Et est-ce que vous avez possibilité de faire ces séjours ailleurs si vous trouvez vous-même un établissement partenaire? Non, c'est vraiment... Pour l'instant, c'est avec eux, puisqu'en fait, ça demande à faire en sorte qu'on ait le même programme. Donc, il faut trouver une école qui ait le même programme que nous pour que le premier semestre puisse se passer en langue étrangère dans une autre école et qu'ils puissent poursuivre sans encombre et bien suivre le programme le 2e semestre en français chez nous. Alors, on a parlé des RH, on a parlé d'international avec cette spécificité du BTS CI. On a rapidement parlé de la banque. Management, commerce, j'allais dire le domaine traditionnel. Tout à fait. Donc, on va commencer par du BTS management des unités commerciales ou négociation relations clients, qui sont, même si on les met, et c'est sur le même pôle, quand même 2 fonctions et qui aboutissent à des métiers quand même très différents. On peut poursuivre avec une 3e année en marketing. Donc, on en a effectivement déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et un master management et stratégie d'entreprise qui est essentiellement, effectivement, dès le départ, tourné vers le marketing, même si on a une partie RH, outils de gestion, finance, qui est importante aussi. Pour ce que vous voyez des relations que vous avez avec les entreprises, des propositions que vous avez en alternance, dans les différents secteurs dans lesquels vous proposez des formations, quels vous paraissent être les secteurs les plus porteurs, ceux sur lesquels vous avez le plus de demandes? Est-ce que vous avez plus de demandes de postes en alternance sur les RH ou sur la banque, ou est-ce que c'est assez égal? Est-ce qu'il y a vraiment des secteurs qui sortent du lot?
Je dirais que les RH, malheureusement, font partie des postes, un peu comme le marketing, qui sont un peu coupés ou gelés, hein, parce qu'on est dans une période qui n'est pas forcément facile. Bon, tout le monde la connaît, cette période-là. Je pense qu'on ne va pas s'attarder dessus, mais je pense qu'on trouvera plus facilement dans la banque que dans les ressources humaines, par exemple, parce que la banque, c'est quand même un secteur qui tire son épingle du jeu, et c'est même si elles sont passées par des périodes difficiles, aujourd'hui, on trouve quand même pas mal d'offres en alternance sur de la banque, ce qui n'est pas le cas pour les ressources humaines. Alors, pour juste revenir sur les RH, alors c'est vrai qu'on dit traditionnellement que les RH c'est compliqué, mais qu'il y a aussi la difficulté de recruter des techniciens, enfin des spécialistes de la paye, des spécialités qui se perdent un peu, sur lesquelles il y a moins d'attrait, et pour lesquelles il y a une demande pourtant. C'est vrai qu'il y a une demande entreprise sur la gestion de paye et bizarrement, c'est vrai qu'il y a moins d'étudiants qui sont intéressés par ce domaine-là parce que ça reste très chiffré et très administratif. Les ressources humaines, c'est un domaine qui est assez large parce que ça touche la formation, le recrutement, la gestion du personnel, la politique RH, c'est assez large. Et on constate que beaucoup de jeunes filles, parce que c'est des formations qui sont vraiment où il y a majoritairement un public féminin, beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes s'intéressent plutôt au recrutement, à la formation ou vraiment à la politique RH. Donc vraiment des postes plus administratifs ou plus dans le management, on va dire. Juste par rapport à ça, on a le même phénomène avec la comptabilité et gestion des organisations. La comptabilité, c'est un secteur dans lequel on a des postes à pourvoir et ça n'attire pas beaucoup les étudiants actuellement, le BTS comptabilité. Alors que ce soit en poste en alternance ou ensuite en débouché. Il y a du recrutement. Ouais. Ouais, malheureusement, il y a parfois des distorsions comme ça entre les besoins. Mais pas que sur le management et le commerce. Je pense que tout ce qui est relatif aux apprentis, tout ce qui est manuel, ont besoin de personnel et effectivement, après, c'est un problème d'orientation en amont. Puisque vous avez parlé d'apprentis, rappelez-nous quelle est la formule mise en place pour l'alternance Alors, l'alternance qu'on va proposer, c'est exclusivement du contrat de professionnalisation. Mais la majorité de nos contrats se font dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, qui est un contrat d'alternance qui durera en fonction de la formation d'un jeune. Donc un BTS, pour un BTS, ce sera un contrat pro qui fera 2 ans, pour un DES, 1 an. Et le rythme? Alors le rythme, ce sera 2 jours, 3 jours. Dans toutes les formations qu'on va proposer, ce sera donc 2 jours de cours et 3 jours entreprise par semaine. À savoir que les 2 jours de cours peuvent varier en fonction des formations sur le lundi, mardi ou le jeudi, vendredi. Dans les nombreuses questions que nous avons, il y a une question qui revient régulièrement, mais qui revient régulièrement pour vous, mais comme pour bien d'autres, hein, qui est la problématique de l'accréditation. Donc, parce que vous avez utilisé des mots, BTS, TES, Master, et on a plusieurs questions justement sur le type d'accréditation que vous avez. Voilà, c'est une question, j'imagine, qu'on vous pose assez régulièrement. Tout à fait, donc à laquelle on a une réponse. Donc, le BTS, tous les BTS que nous proposons, on est un établissement d'enseignement supérieur privé. On a un numéro, bien sûr, au rectorat, d'accréditation du rectorat pour que nos étudiants puissent passer leurs épreuves. Actuellement, on est en train de rendre les dossiers de BTS. Nos étudiants en BTS passent le BTS dans les mêmes centres d'examen que tous ceux qui sont inscrits dans des établissements publics ou d'autres écoles privées comme la nôtre. La question se dirige plutôt, j'imagine, sur les DES et les masters. Les DES et les masters, ce sont des diplômes de la Fédération européenne des écoles, donc ce ne sont pas des diplômes d'État. Ce sont néanmoins des diplômes qui permettent d'obtenir un certain nombre de crédits européens, donc 60 par année, comme à l'université. Et c'est des diplômes qui, une fois qu'on a acquis ces crédits européens, permettent de poursuivre chez nous, dans une école concurrente, ou à l'université si on le souhaite. Maintenant, c'est l'étudiant qui fait son dossier. Enfin, si aujourd'hui on sort avec un DES, donc une 3e année management et gestion des entreprises, c'est compliqué de s'inscrire en master à Dauphine. Voilà, donc ça dépend aussi du dossier qu'on s'est construit sur toute l'année, des résultats que l'on va avoir pour faire cette demande. La passerelle est possible.
Mais c'est vrai qu'avec Dauphine, vous avez pris le cas extrême dans le niveau de qualité, quelque part. Tout Parce à qu'il fait. y a quand même un point, parce que Oui. évidemment, c'est aussi une question qu'on nous pose régulièrement et à laquelle on répond, qui est aussi la problématique de l'insertion professionnelle, de la professionnalisation des études. Parce qu'on peut prendre le cas d'un certain nombre de formations universitaires qui ont le titre de master. Pour autant, est-ce que ce sont des formations qui mènent à l'emploi? Parce que la logique quand même de votre école, c'est cette forte professionnalisation. On a parlé de l'alternance. On n'a pas forcément parlé du profil de vos enseignants. Quelle est la part entre l'enseignement classique et l'enseignement qui est délivré par des praticiens, vraiment des professionnels qui sont là pour former les jeunes au métier qu'on attend d'eux? Toutes les matières générales sont enseignées par des professeurs qui travaillent, qui font exclusivement, le professeur de français donne exclusivement des cours de français, de droit, etc. Enfin, le professeur de droit des cours de droit, non pas le professeur de français des cours de droit. Et ensuite, toutes les matières dites techniques, préparation de dossiers professionnels, d'études de cas, etc., ce sont, allez, on va dire à 80% des gens qui sont actuellement des professionnels ou qui l'ont été ces dernières années. Parce que c'est un des avantages de vos formations normalement. C'est essentiel à plusieurs... D'abord parce que c'est bien d'avoir été dans le monde du travail récemment pour pouvoir comprendre ce que les étudiants ont vécu, vivre en alternance ou pendant leur stage et pouvoir mettre des applications dans leur dossier professionnel. Et puis aussi, ça implique que du coup, nos professeurs vont avoir, enfin des intervenants, des formateurs, on va les appeler plus précisément, des exigences qui vont pouvoir être les mêmes que dans le monde du travail. Donc des exigences de ponctualité, de respect d'échéance, enfin voilà, ce genre de choses qui vont paraître évidents à un professionnel qui va venir donner des cours chez nous. Donc ça, c'est effectivement essentiel. Donc je dirais, pour ces matières-là, 70% grosso modo. J'imagine que l'objectif, lorsque vous diplômez, alors notamment sur le bachelor, bien qu'il y ait la problématique de la poursuite, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Bac+3, alors qu'ils devraient intégrer le marché du travail, souhaitent poursuivre sur du Bac+5. Mais la logique, vraiment, à l'issue de ce Bac+5, voire de ce Bac+3, c'est qu'ils soient vraiment opérationnels sur le marché du travail, qu'ils soient prêts à être recrutés, y compris par leur entreprise d'accueil. C'est ça. Alors, il n'y a pas forcément de règles. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, effectivement, dans lesquelles le jeune a fait ses preuves et a réalisé de bonnes missions et il a vraiment rempli toutes les tâches qui lui étaient destinées, où là, effectivement, l'entreprise a tout intérêt à le garder si elle ne veut pas qu'il aille à la concurrence et puis ne pas perdre le temps qu'elle a passé à le former. Mais ce n'est pas une règle. Il y a des entreprises qui parfois sont dans des situations financières difficiles et qui ne peuvent pas garder un alternant ou lui proposer un vrai contrat derrière. Il y a vraiment deux systèmes. Il y a des entreprises qui veulent prendre régulièrement des alternants et remplacer le poste. Et il y a des entreprises qui croient vraiment dans le recrutement d'alternance, qui se servent de cet outil-là pour former, pas forcément aux tâches, mais aussi à la culture d'entreprise, et qui derrière proposent un vrai contrat de travail. Et c'est le premier but de l'alternance. On a beaucoup de questions sur les débouchés, sur les perspectives d'emploi, forcément, dans ces périodes un peu difficiles, c'est quand même une préoccupation. Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé des RH, qui a des perspectives peut-être un peu plus difficiles, et on nous demande si dans le domaine du tourisme, il y a vraiment des perspectives de recrutement, et ces perspectives, est-ce qu'elles sont plutôt après BTS, est-ce qu'elles sont plutôt après un Bac+3, ou est-ce qu'il faut plutôt aller jusqu'à Bac+5 pour s'orienter peut-être vers des métiers du management? Est-ce qu'il y a des perspectives dans le métier du tourisme? Et est-ce qu'il y a pour tous les niveaux d'études où il faut pousser très loin? Je pense que ça va vraiment dépendre de chaque individu. Chacun construit un petit peu son avenir avec ses propres expériences et ses formations. On peut très bien avoir un étudiant qui a un BTS et qui est déjà prêt à intégrer le marché, et d'autres qui ont besoin d'avoir des notions théoriques supplémentaires. Donc je dirais que ça dépend vraiment de chaque individu. Du marché en lui-même, donc là c'est un marché qui est un peu difficile en ce moment parce qu'il y a cette explosion on va dire du côté internet. Il y a beaucoup d'agences qui ont des difficultés, des agences physiques qui ont des difficultés, donc qui réduisent leurs postes ou qui ne renouvellent pas, donc du coup ça fait moins de postes en alternance. Donc je dirais que les personnes qui se forment actuellement dans le tourisme, il est préférable qu'ils continuent leurs études après le BTS pour voir venir des jours meilleurs un peu plus tard, je dirais. Puisqu'on parle des secteurs qui sont développants, vous n'avez pas été tenté d'ouvrir ou de proposer des formations liées à l'e-marketing, liées à toute cette nouvelle technologie? Parce que c'est un domaine qui prend l'essor, c'est quelque chose auquel vous pouvez penser
dans les formations à venir? Dans les formations, dans la 3e année que nous proposons en marketing, il y a un module e-marketing e-commerce qui est intégré, puisque l'aspect professionnalisation, et vous parliez tout à l'heure du groupe actuel, de la présence d'Alexis ce soir qui peut-être être le révélateur en tout cas de l'importance que ce monde a pour nous. Chacune de nos 3e années a un module de professionnalisation qui ne fait pas partie du programme à proprement dit. Donc on a e-commerce et marketing pour la 3e année marketing. On fait le module de paye pour les 3e années RH en essayant chaque année, soit on poursuit si c'est effectivement toujours en phase avec le marché, soit on modifie ce module en fonction de la demande des entreprises. Donc ça n'est pas une 3e année, ceci dit, spécifique là-dessus. Je pense qu'on a fait un grand tour des formations et des possibilités que propose l'EPEJ. Le live arrive presque à sa fin. On a plusieurs questions très précises qui nous ont été posées. Première question, est-ce que vous avez un restaurant universitaire? C'est une question effectivement assez précise, hein, mais alors nous avons un droit d'entrée au restaurant universitaire de l'IUFM qui est à côté qui doit être au 56, je crois. Nous, on est au 48, boulevard des Batignolles. Donc il y a une possibilité. Qu'on peut utiliser, oui. Tout à fait. On nous pose une deuxième question, là aussi précise, quelqu'un qui manifestement a été sur votre site et qui a vu que vous parliez d'une carte ISIC et qui vous demande de préciser, il n'a pas très bien compris ce que c'était. Donc c'est une carte que nous offrons à chacun de nos étudiants et qui permet, alors il faut aller sur le site ISIC Internet, un certain nombre de réductions sur Paris, dans la France entière et bien sûr à l'international pour ceux qui ont des envies de voyage. De réduction dans les musées, de places de cinéma, enfin voilà, de restaurants, etc. Autre question, alors, qui peut rejoindre un petit peu l'alternance, même si ce n'est pas la vocation finalement première dans l'alternance, quelles sont les possibilités de financement extérieur? Est-ce qu'il y a des possibilités d'aide, de bourse, d'aide spécifique? Dans le cadre de l'alternance, le financement de la formation se fait notamment dans le contrat de professionnalisation via un OPCA, hein, l'OPCA qui est présent dans chaque secteur d'activité en fonction des branches. Donc là, c'est cet organisme-là qui va financer la formation d'un étudiant. Donc il n'y aura aucun apport financier de son côté, ni de sa famille. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Comme on a l'accréditation privée, qu'on est un établissement privé, on ne fonctionne pas avec des bourses de l'État, on n'a pas de financement de ce registre-là. Une possibilité néanmoins de règlement en plusieurs fois de la formation pour les étudiants classiques. Alors ça c'est une question qui n'a pas été posée par un autre, mais que je vous pose, comme toute bonne école de commerce, est-ce que vous avez des activités associatives nourries, florissantes? Mais tout à fait. Donc on a un BDE qui se renouvelle régulièrement. Le BDE de cette année a organisé, alors il y a ce qui se fait par le BDE et ce qui se fait par l'école. Donc il y a une soirée qui a été organisée récemment en février, je pense par le BDE. Il y a un projet de bureau des sports qui est un peu plus compliqué à mettre en place puisqu'il faut un lieu. Voilà. L'école en elle-même, donc en dehors du BDE, on a organisé cette année notre premier séjour long courrier début mars. Donc on est parti en Inde avec une 30aine d'étudiants. Donc c'était effectivement ouvert à tout le monde. Voilà, ce genre de choses. Et puis il y a une autre soirée, je pense, qui est prévue par les étudiants. Alors c'est essentiellement ça, effectivement, qui va bien fonctionner. Bon, écoutez, ce live arrive à sa fin. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions. Je rappelle à nos internautes que s'ils veulent avoir des informations complémentaires, il y a évidemment votre site qui a la particularité d'être epej.eu et non pas .com, et que vous organisez régulièrement des journées portes ouvertes et que tous ces renseignements se trouvent évidemment sur le site internet de l'EPEJ. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt.